C'est le temps d'une bière. Merci de nous écouter. Aujourd'hui, gros sujet, l'histoire du Québec à travers ses brasseries. On fait ça avec Luc Nicole Labrie. J'ai bien prononcé ton nom, là. C'est en plein ça. Absolument parfait. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis très content d'être là. Oui, ça faisait un petit moment là, que j'avais envie d'entrer dans le vif du sujet avec toi parce que je réalise que je commence à avoir une certaine idée de comment s'est déroulée une partie de l'histoire. Et puis, ça fait un bout qu'on regarde à l'histoire des bières. Et puis là, je réalisais qu'on n'avait pas vraiment abordé le sujet des brasseries au Québec. Et je me demandais, mais par où est-ce qu'on commence? Les brasseries sont au Québec quelque chose d'assez important. Ce sont des grandes industries, ça a été des titans pendant une certaine époque. Et voilà, ça joue un rôle économique assez important. J'espérais pouvoir aborder un peu la question avec toi aujourd'hui. Oui, en fait, je pense que c'est un bon point de départ. Puis ce que Mhm. les gens ne soupçonnent pas, je dirais, moi, en fait, quand je parle, c'est pas la première fois, bien sûr, là, que je parle de l'histoire des brasseries. Puis vraiment, je vais dire des brasseries au niveau économique. Je ne suis pas un historien de l'économie, là, pas du tout. Je Mhm. m'intéresse plus au social. Mais je te dirais que le, le- pour moi, la brasserie est un très beau baromètre, je vais dire, puis je dis toujours, j'utilise ça, là, mais un très bel, euh, comment dire, un très bel exemple de l'histoire ou de l'évolution de l'histoire industrielle au Québec. Donc, c'est pour ça que c'est fascinant d'en parler parce que ça en fait apprendre beaucoup, non seulement sur la bière, mais aussi sur l'évolution de notre économie, de nos industries. Donc, c'est vraiment un beau sujet. Oui, ben, on pourrait parler aussi de miroir social, si on veut, une espèce de reflet de la société, parce que c'est ça qui est fascinant avec la bière comme alcool. Euh, c'est un produit, c'est un lubrifiant social, et puis ça reflète aussi les mœurs de l'époque. Moi, par exemple, mon père, il me parlait de son adolescence à Plessisville, dans le coin de Drummondville. Puis lui, il me disait, dans le temps, il n'y avait pas vraiment de bar, il y avait des hôtels. Tu allais, à l'hôtel si tu voulais prendre une bière. Ça m'a toujours frappé l'imaginaire parce qu'aujourd'hui, ça ne me passerait jamais à l'idée d'aller dans un hôtel ou dans un motel pour aller acheter une bière. Pourtant, dans certaines régions du Québec, c'était pratique courante. Ouais, absolument. Puis, tu sais, ça part, encore une fois, il y aurait toute comment dire, il y a toute une évolution là, du buveur aussi, tu sais, qui est intéressante Mhm. dans tout ça. Tu sais, on partait de consommation, je vais dire, domestique. Ça s'est allé vers les auberges. Ça a changé. C'est revenu vers les hôtels. C'est tout à fait vrai. Tu sais, avant, Mhm. des fois, de revenir vers des tavernes, il y a eu des moments où c'était très, comment dire, le monde de la boisson, du buveur en public a été un monde dans lequel il y avait une grande ségrégation, d'autres moments où c'était beaucoup plus ouvert. C'est très intéressant, ce monde-là aussi de la consommation, pas juste de la production. Qui est aussi un monde de grandes compagnies, qui est un monde de grands brasseurs brassant bien des affaires. Et je pense que il y a un nom qui s'impose automatiquement. Maintenant que je te pose la question, je te vois prendre une gorgée. Il faut absolument que je te demande qu'est-ce que tu bois ce soir? Moi, je bois, en fait, je suis probablement le cordonnier le plus mal chaussé de l'histoire des historiens sur la bière, parce que je ne bois plus d'alcool. Fait que c'est la Ah milkshake. oui? Oui, oui, c'est ça. Mais on est très chanceux. Je vais dire ça, je suis très gâté. En même temps que je ne bois plus d'alcool, j'aime beaucoup la bière. Puis on sait que depuis quelques Mhm. années, je vais dire, moi, je le remarque certainement depuis 5 ans. Je vais dire depuis 10 ans, mais depuis 5 ans, là, c'est beaucoup mieux encore. Le monde des bières désalcoolisées ou sans alcool a vraiment explosé. Puis est encore en pleine évolution. C'est un segment de marché aussi qui augmente. Donc là, ce soir, c'est la milkshake IPA des deux frères. Donc, Les brasserie deux deux frères. frères ouais, à Terrebonne, si je ne me trompe pas. Donc, et donc, font on dirait que ces temps-ci, les bières sans alcool sucré, ça fit bien avec le printemps qui revient pour moi. Donc, c'est comme, je suis comme, ouais, très satisfaisant. Ben, j'imagine aussi qu'avec la pandémie, il y a des gens qui ont peut-être réalisé qu'ils prenaient peut-être un petit peu trop de bière. Alors, une bière sans alcool, ça peut peut-être un peu aider à rétablir la balance pour, en tout cas, les amateurs. Et Absolument, absolument. moi ici, je suis encore dans des bières avec alcool. Je bois une Brouffemont, une blonde de Brouffemont. Et puis, laisse-moi te dire que je suis quand même assez satisfait. Ah, Alors ben, voilà, je suis content de la santé. santé, ben oui, santé. Hmm. Alors c'est ça, je voulais te demander, quels ont été les premiers gros joueurs côté brassage au Québec? Euh,
premièrement, si on veut vraiment parler je vais dire, des gros joueurs industriels, puis un peu comme on Mhm. l'entend aujourd'hui, il faut vraiment sauter un gros 200 ans de notre histoire, puis se transporter au 19e siècle. Parce qu'essentiellement, avant le 19e siècle, ou je vais dire, disons, la toute fin du 18e siècle, disons les 2 dernières décennies du 18e siècle, avant cette période-là, dans toute la vallée du Saint-Laurent, on peut dire qu'il y a essentiellement eu un essai de brasserie industrielle, et c'est Mhm. celui-là de la brasserie de Jean Talon. Historiquement, je dirais, par rapport à l'histoire de la Nouvelle-France, beaucoup de gens ont entendu parler de cette brasserie de Jean Talon-là. Beaucoup de gens savent qu'elle existe, beaucoup de gens, mais ultimement, ça reste un épisode assez bref. On est dans les années 1660, 1670. La brasserie ne va pas produire pendant 10 ans. Donc, c'est vraiment un épisode très bref de notre histoire pour qu'on Mhm. puisse, après ça, donc se rendre jusque dans les années 1780, grosso modo, 80-85. Et puis, c'est intéressant parce que il y a 2 pôles, essentiellement. Et c'est pas pour dire qu'il n'y a aucune bière qui s'est brassée à l'extérieur de ces 2 pôles-là au Québec. Mais je pense qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a 2 pôles qui sont plus importants au niveau de la quantité de bière qu'on brasserait et au niveau du genre d'entreprise qu'on avait. C'est les pôles que sont Québec et Montréal. C'est les Mhm. 2 zones où il y a eu plus de brasseurs, où il y a plus de choses à dire parce qu'il y a eu une compétition, parce qu'il y a eu un nombre de brasseurs plus important. Il y a aussi des raisons, je vais dire encore une fois, économiques qui expliquent leur présence là, notamment la présence du fleuve, mais ça, on pourra revenir en détail là-dessus. Donc, Mhm. c'est vraiment, on a Jean Talon, puis ensuite, il faut aller, c'est ça, vers le 19e siècle. Et puis là, comment dire, c'est des joueurs qui vont être des fois dans leurs marchés locaux très dominants, des fois qui vont essayer d'agrandir un petit peu. Et ça nous amène, dans le fond, pendant à peu près 100 ans, on n'a que de la brasserie locale, jusqu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, là, vraiment au tournant, où là, on commence à sentir beaucoup la pression de l'extérieur. Et ces grands groupes-là qu'on avait à Québec et Montréal vont commencer à se consolider. Donc, c'est là qu'on voit ce que les anglophones appellent les mergers, les grandes fusions d'entreprises. Ben, c'est là Les que ça commence à fusions et arriver. acquisitions. Exact, exact. On va tomber dans ce mode-là. Et on peut dire que c'est au début du 20e siècle, dans le fond, qu'on entre dans cette période un peu plus moderne, ou du moins qui va commencer à sonner, où on va reconnaître les noms qu'on reconnaît un petit peu plus dans le paysage, disons, des bières, je vais dire, de grande consommation qu'on a aujourd'hui. Qu'on retrouve encore, par exemple, dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, ben, ce genre de bière-là, on va commencer à les voir apparaître puis à les voir se répandre dans nos marchés plus au 20e siècle. Donc, c'est vraiment cette évolution-là qui est fascinante. Donc, on passe d'un monde à 2 pôles, de Montréal à Québec essentiellement. La bière est bue localement, c'est un phénomène de ville, si je comprends bien. Ben, oui, parce que je dis de ville, c'est drôle, là, j'allais faire une nuance un peu là, qui est peut-être, je joue sur les mots, là, mais de noyau de population. On peut discuter là, de ce que c'est une ville. Puis c'est pour ça que je dis, par exemple, on va retrouver des brasseries dans d'autres secteurs Mhm. du Québec, notamment Trois-Rivières, va avoir un pas pire nombre de brasseries, notamment au 19e siècle. Parce que justement, ça prend des gens, mais c'est de la consommation essentiellement qui est locale. Ça s'explique autant par le genre de produit qu'on brasse que aussi par les techniques de transport. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va expliquer pendant longtemps, hein, qui va gérer le domaine de la bière. Et si je reviens à mon analogie de baromètre là, de tout à l'heure, ben, c'est un peu Mhm. la même chose. Longtemps, au Québec, je veux dire avant l'industrialisation, avant la modernisation des transports, puis au Québec, nous aussi, ça va se passer, surtout dans la deuxième partie du 19e siècle. Ben, avant ça, on a des industries, des entreprises qui sont essentiellement locales. Bien sûr, on peut parler du commerce triangulaire qu'on voit en Nouvelle-France, mais encore une fois, c'est un exemple assez précis, puis dans lequel la bière rentre en plus, dans lequel la bière de Chantalon Mais rentre. Donc, oui, on est vraiment dans cette dynamique-là. mais oui, j'en parlais récemment dans un autre épisode. Euh, Montréal a toujours été une plaque tournante, comme on le sait. Depuis son tout début, il s'agit comment je peux dire ça, d'un pôle économique de grande importance.
Et puis, c'est dans le commerce triangulaire, étrangement, que Québec se démarque avec la brasserie de Jean Talon qui avait deux objectifs, de générer du revenu en Nouvelle-France et en même temps de faire des exportations massives dans les autres colonies. C'est une ambition extraordinaire considérant, disons, le peu de développement économique de la Nouvelle-France à cette époque-là. Il y avait une ambition d'envoyer de la bière faite au Québec, dans les Antilles et aux Caraïbes. Ouais. Et tout d'un coup, ben, la brasserie cesse d'exister parce que la demande locale, elle n'est pas là. Puis ça me fait penser, si on fait un énorme bond, hein, on passe sous la période britannique, on s'en va dans le 19e siècle, industrialisation, augmentation des agglomérations. Euh, Est-ce que le Québécois moyen a très soif dans les villes? Est-ce qu'on parle vraiment est-ce qu'on parle du buveur de la révolution industrielle qui s'en va à la taverne ou au motel ou au bar après sa journée d'ouvrage ou qui, pire, commence en déjeunant avec un bon stout? L'image justement là, de l'ouvrier avec son bon stout, à ma, comment dire, euh, je vais faire une parenthèse. Je suis loin d'être l'expert de la consommation, justement, puis je vais dire des mouvements sociaux là, qui entourent la Mhm, consommation de bière. On semble moins l'avoir qu'à d'autres endroits. Donc, la popularité de mhm. porter, de stout qu'on va avoir notamment dans les villes portuaires en Angleterre, Ouais, ouais. dans une moindre mesure aux États-Unis. Aussi, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ici, mais il n'y a pas cette même, comment dire, on n'a pas cette image romantique-là aussi facile à trouver qu'on pourrait l'avoir justement dans des ports d'Irlande ou d'Angleterre. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivait pas. Ce qui ne veut pas dire que les Canadiens français n'étaient pas des bons buveurs aussi. Mais tout ça, tu sais, il va y avoir des moments, il va y avoir comment dire, il va y avoir des modes aussi. Moi, une des meilleures anecdotes, puis encore une fois, je n'ai peut-être pas les chiffres les plus à jour, mais une des meilleures anecdotes, moi, je suis à Québec. Hein, donc, c'est plus Mhm, à la base mon terrain de jeu. C'est l'histoire dans la ville de Québec. Et c'est l'histoire de ces bières-là dans la ville de Québec. Et un des bons exemples, quand les gens me disent, mais y avait-tu des. Est-ce qu'on buvait beaucoup? Est-ce qu'on était des bons buveurs? Ben, au 19e siècle, autour des années 1830, on disait, la statistique qu'on ressort parfois, qui est tirée de pas de mes travaux à moi, mais qui est tirée des travaux d'un autre historien ici, qui disait que vers 1835, à Londres, on comptait à peu près un pub pour 200 habitants. Donc, ce qui est majeur. Si C'est tu comptes, beaucoup, ça, c'est c'est beaucoup. beaucoup. On disait qu'à Québec, à la même époque, c'était 1 pour 75. Donc, un pub ou un Oh! débit de boisson. Donc, il y avait littéralement des endroits à tous les coins de rue. On peut aussi évaluer ça, puis ça, c'est l'autre partie, moi, que je connais un peu plus. On peut évaluer ça, par exemple, à l'inverse, par les mouvements contre la bière qui vont se développer. Mhm, On sait très bien que dès les dernières décennies du 19e siècle, il va y avoir des mouvements de tempérance qui vont commencer à s'organiser, qui vont commencer à essayer de trouver des façons de, comment dire, limiter la consommation de bière, par exemple en faisant la promotion de produits sans alcool ou avec très peu d'alcool, en essayant d'installer ici à Québec, par exemple, ça va se concrétiser avec l'installation de fontaines d'eau publiques pour que les gens oui, puissent oui, oui. s'abreuver. Donc, et ça, Mhm, on sait que ça apparaît et que c'est très fort. Donc, ça répond à quelque chose. De là à dire que tous les ouvriers commençaient le matin avec leur verre de stout, c'est pas nécessairement la vérité parce qu'on a quand même une population agricole qui va demeurer importante dans la vallée du Saint-Laurent. Et ça te demande quand même commencer sa journée avec un bon verre de stout. Ça demande aussi d'avoir accès à un débit de boisson en permanence, ce qui n'est pas nécessairement le cas de toute mhm. la population. Donc, il y a un peu cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte, je dirais. Oui, complètement d'accord avec ça. L'anecdote, le fameux stout du déjeuner, c'est un phénomène qu'on pouvait voir dans certaines villes américaines, puis en Angleterre durant le 19e siècle, pendant une couple de décennies, là, au nasir de la consommation individuelle. Puis ça me marque parce que tantôt, tu donnais une statistique pour 1830, 1835. 1830, c'est probablement l'année avec le plus de consommation d'alcool par tête de pipe aux États-Unis, avec à peu près 7 gallons d'alcool pur
qui équivaut à peu près par 2 bouteilles par semaine, je pense, abominable. Je veux dire, ça a dû être l'apothéose des cirrhoses du foie. Mais en même temps, ça me rappelle que ben, il y a quand même beaucoup moins de développement économique à la même époque, j'allais dire en Nouvelle-France, sur le territoire du Québec actuel à cette Exact. époque-là. Parce que c'est pas tout le monde là, qui peut se permettre une bière. C'est Et tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Puis ouais. même si on se choquait beaucoup, c'est une époque où on se choque beaucoup contre le pain liquide, puis on commence Mhm. déjà à avoir des références à la bière comme étant un pain liquide qui peut soutenir, même si c'est quelque chose justement, que nous, on va voir dénoncer beaucoup plus dans les années, par exemple, 1860, 70, 1880, où on va entrer dans notre période d'industrialisation. Ben, on a déjà ces discours-là qui font écho à des gens qui vont avoir, par exemple, des grandes difficultés économiques pour essayer justement de pallier à ça, pallier à la difficulté qu'ils ont à s'acheter des denrées, vont pouvoir boire de la bière, qui va contribuer à cette espèce d'image un peu négative qu'on va coller à la bière, en fait, dans certains cercles. Mais en même temps, moi, j'associe tout de suite la bière en canette en particulier, avec la société de consommation qui commence avec l'industrialisation. Est-ce qu'il serait raisonnable de dire que les grands groupes brasseurs, que les grandes compagnies de bière commencent avec l'accélération de l'industrialisation au Québec? Oui, c'est dans les mêmes époques. Puis, en fait, je vais dire, il y a comment j'appellerais ça, là, des tensions qui sont parallèles. D'un, c'est l'industrialisation. Donc, d'un, on sait que c'est une Mhm. époque aussi où la population va finir par augmenter. Puis, je vais essayer de nous mettre un peu dans le contexte, là, parce que le moment, en fait, où cette bière-là va arriver, d'ailleurs, pas en canette tout de suite, hein, la canette, c'est un produit comment dire, je vais dire des dernières années, mais disons du dernier demi-siècle, Ouais. par sa popularisation pour la bière et le transport de la bière. Mais donc, dans les années 1870 au Québec, ça va être une période qui va être très difficile, notamment à Québec, un petit peu à Montréal aussi. C'est très difficile parce que justement, c'est la grosse partie de la transition se fait là. Donc, de l'économie, je vais l'appeler coloniale, dont je me permets ce mot-là qui serait probablement un anglicisme ici, mais de cette économie-là vers une économie industrielle moderne, se passe beaucoup là. Mhm. C'est une crise économique majeure qu'on vit. Hein. D'ailleurs, la Grande Dépression, jusqu'à la dépression de 1929, c'était la Grande Dépression des années 1870. Donc, on a une crise économique majeure. On va avoir des problèmes justement d'approvisionnement un peu partout. Les transports, ça va être plus difficile. Montréal s'en tire mieux parce que c'est l'époque où le chenal va être creusé vers Montréal. Donc, va permettre, dans le fond, à des entreprises de, comment dire, venir sauter l'étape obligatoire qui était la ville de Québec jusque dans les années 1850 et 1860, notamment pour ce qui était du commerce du bois ou en fait de plein d'autres commerces où on n'avait comme pas le choix d'arrêter à Québec, si on veut. À partir de là, Québec va donc avoir des contre-coups qui vont être très importants. Et c'est dans les mêmes années où on va commencer à avoir je vais dire, des compétiteurs de l'extérieur. D'abord, c'est de l'extérieur du Québec. Donc, Mhm. notamment, on va avoir les brasseries de l'Ontario, la brasserie Labatt, notamment, qui a toujours été une brasserie qui a été assez agressive dans je vais dire, dans ses efforts de venir vers Québec, vers le Québec, dès les années 1870-1880. C'est des très, très, très gros joueurs. La brasserie O'Keeffe, qui a une énorme capacité de production. Là, j'essaie de voir mes chiffres, là, puis, on parle là, vers 1880, c'est 125 000 gallons de bière annuellement. C'est quand même des bonnes productions, qui n'est pas équivalent nécessairement à ce que Molson fait encore, mais ça reste que c'est des gros chiffres. Et en parallèle de ça, ben, il y a, je vais dire, c'est toute la situation du développement du chemin de fer. Donc, le développement du chemin de fer est très important pour l'économie, la façon que ça arrive. Mais la raison, puis ça c'est peut-être pas l'exemple pour chez nous, mais la raison pour laquelle, par exemple, aux États-Unis, la compagnie qui est aujourd'hui Anheuser-Busch
pourquoi elle prend le dessus? Ben, c'est qu'à partir de la fin des années 1870, ils vont réussir à développer notamment des wagons réfrigérés qui vont leur permettre d'envoyer leur bière un petit peu partout à travers le continent. C'est eux qui ont inventé ça. Oui, oui, oui. En fait, même, ils créent leur propre compagnie de voitures ferroviaires réfrigérées. Et donc, qui est parallèle à la brasserie. On est en 1878. Et c'est à partir de ce moment-là, dans le fond, qu'ils vont exporter leur bière. Et c'est pour ça que la bière, qui est leur Budweiser, qui développe à partir de 1876, une bière qu'on vend comme étant de style bohémien, ben, cette bière-là qu'on essaie de vendre, et on peut l'envoyer partout. Et donc, c'est dans les années, justement, 1880 qu'on va voir, par exemple, les premières campagnes nationales pour essayer de faire la promotion d'une bière. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Donc, ça, c'est le marché aux États-Unis. Aux États-Unis, ça fait du sens pour des brasseurs de faire ça parce que ils peuvent exporter avec le train vers des grands bassins de population. Alors qu'au Canada, on n'aura pas autant de succès et il n'y aura pas une marque qui réussira à s'imposer aussi efficacement, donc dans les mêmes années, dans les années 1880, pas parce qu'on ne sait pas comment l'envoyer, la bière, mais c'est que généralement, quand on s'en va dans un autre marché, il y a tellement des gros joueurs régionaux qui sont présents qu'on a énormément de difficultés à percer ces marchés-là. Donc, c'est une compagnie comme Labatt qui essayait de venir à Montréal, alors que, par exemple, à Montréal, dans les années 1880, vous aviez la Dove, vous aviez la Dow's, vous aviez la Molson qui étaient des brasseries, individuellement majeures. Ben, vous aviez un agent qui essayait de dire on va venir vendre de la Labatt ici. Ben, c'était beaucoup plus risqué comme pari parce que là, vous avez des joueurs régionaux très bien implantés qui contrôlent déjà votre marché. Alors que, puis Labatt n'a clairement pas, je vais dire, la production nécessaire pour, inonder le marché comme pouvait le faire Anheuser-Busch. Donc, dans ces conditions-là. C'est ça que je me disais, ça doit être une question de volume aussi. Mais je trouve ça fascinant, cette histoire du wagon réfrigéré, parce que pour moi, ça, c'est une innovation proportionnellement pareille à l'invention du chemin de fer en Europe avec l'invention de la Pils. Alors, qu'est-ce qui arrive quand, en 1842, un brasseur allemand s'en va prendre des techniques de maltage anglais, s'en va en Bohême, aujourd'hui en République tchèque, pour faire une bière qui, pour une fois, va être claire, une lager qui va être fermentée à froid, mais qui, pour une fois, ne va pas être sombre. Elle va être claire, 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 parce que l'eau de la Bohémie et de la Moravie en particulier est très, très, très claire. Il n'y a presque pas de dépôt de calcium. Une fois qu'on commence à mettre ça dans des wagons, puis qu'on exporte ça à travers l'Europe, ça devient la bière la plus prisée très rapidement. Puis là, à cette époque-là, on utilisait encore de la glace, la vraie glace. Là. On mettait de la glace un peu partout. Et puis, aux États-Unis, avant l'invention des wagons réfrigérés, on pouvait consommer des dizaines de millions de cubes de glace, de mètres cubes de glace par année. La chasse à la glace afin de réfrigération seulement de bière occupait des dizaines de milliers d'emplois. Ce qui aujourd'hui est à peu près inimaginable. On ne s'imagine pas notre cousin Yves qui s'en va piocher dans un lac pour apporter de la bière à Montmagny. Oh, mais Yves, il est vaillant, par exemple. Là. Ça, oui, Yves, il est très vaillant. Ça, c'est sûr et certain. Oui, c'est tout à fait vrai. Et il y a une chose aussi que tu avais mentionné un petit peu plus tôt qui m'a fait rebondir. On parlait de la place de Montréal dans le commerce maritime. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Molson. Parce que Molson, très rapidement, émerge comme étant un groupe industriel qui possède plusieurs pans d'industrie. Ouais. Et puis, tu vas me corriger si je me trompe, mais il semble que très tôt dans la game, Molson se lance dans le transport maritime. C'est tout à fait vrai. Très tôt dans la game, Molson se lance dans le transport maritime, c'est le cas de le dire. Molson, c'est une histoire qui est absolument fascinante. Si les gens ne connaissent pas l'histoire, en fait, de l'arrivée de John Molson à Montréal, l'ouverture de sa première brasserie, c'est absolument fascinant. C'est comment dire, moi, Molson, c'est ça, je l'identifie avec ce que j'appelle la première vague de grands industriels de la bière, mais Molson, c'est quasiment un cas à part. Dans le sens que
Cette première vague d'industriels-là qu'on va avoir, par exemple, à Québec et à Montréal, souvent, ce sont des grands marchands qui vont être des Anglais, des Écossais, qui vont avoir des liens, par exemple, assez forts avec encore des endroits aux États-Unis. Ça va être soit des loyalistes en fuite, ils vont avoir des liens aux États-Unis, des liens en Angleterre, puis la bière leur sert un petit peu à diversifier leur portefeuille. Je vais dire ça comme ça. Mhm. À Québec, notamment, on a un nombre assez impressionnant de familles, les Grant, les Young, Ainsley, si je me rappelle bien. Donc, c'est des familles, les Drummond, eux, là, ils viennent, dans le fond, le fait de créer, de fonder des brasseries, c'est un peu un geste supplémentaire parce qu'ils sont des Mhm. propriétaires terriens puis ils produisent du grain, puis parce qu'ils ont des bateaux, ou en fait, ils ont des contacts dans d'autres aspects de la nourriture. Puis on voit que, je vais dire, cette gestion-là qu'ils offrent de la bière est un peu désintéressée aussi. Et c'est pour ça que leur brasserie, généralement, ne perdure pas dans le temps. Molson, qui est dans cette même famille-là, ou en fait même du groupe-là, lui, est un petit peu différent. Donc, c'est un jeune homme, hein, quand il arrive à Montréal. D'ailleurs, il n'y a pas 20 ans. C'est un homme qui est né en 1763. Pas un pauvre. Donc, c'est pas un self-made man au complet. Il arrive, en fait, au départ, c'est un jeune, c'est un mineur, et il vient s'associer avec un brasseur irlandais à Montréal, du nom de Lloyd. Et ils vont exploiter une brasserie. Puis à un moment donné, donc Molson n'est pas vieux encore. Lloyd, je veux dire, c'est leur brasserie assez proche du fleuve Saint-Laurent. Il réussit pas à garder la brasserie. La brasserie va être vendue. Puis Molson, donc, qui vient juste d'aller toucher son héritage parce qu'on est rendu en 1785 et il vient d'avoir 21 ans, va racheter la brasserie de Lloyd. Donc, à ce moment-là. Et c'est à partir de cette brasserie-là, donc, il va acheter sa brasserie, il retourne en Angleterre, il va acheter du matériel brassicole, il va acheter des grains pour revenir brasser sa propre bière ici à Montréal. Et donc, il y a une volonté assez claire de venir exploiter une brasserie dès le départ. Puis c'est fantastique. Il dit dans sa première année là, de brassage, c'est à peu près, puis là, tu vas me permettre d'aller regarder mes notes, là, c'est à peu près 400 litres de bière par semaine. On est en juillet 1786. Donc, ce qui n'est pas une production énorme. Puis Molson, là, il va transformer cette brasserie-là, donc c'est à peu près 20 000 litres de bière par année, à une brasserie au début des années 1800, donc en menant à peu près 15 ans, qui va brasser 250 000 litres de bière par année. Donc, on est même juste avant le début des années 1800, là, à la fin des années 1790. C'est absolument ça, c'est absolument fantastique. Donc, à la base, parce que ça lui perd cette volonté-là, il vient brasser une bière, il vient brasser, entre guillemets, ce qu'on pourrait dire de la meilleure bière qu'on ne peut pas trouver à ce moment-là à Montréal. Il n'y a pas encore de compétition qui est féroce. Lui, c'est un brasseur clairement qui arrive avec son bagage anglais, avec du matériel brassicole qui nous vient d'Angleterre. Il est prêt, donc d'Europe, je vais dire, là, parce que je m'avancerais peut-être un peu. Là. J'imagine d'Angleterre, sa famille était là, mais j'avoue que mon information n'est peut-être pas à jour sur la provenance exacte. Je vais me garder une petite gêne. Euh, et il va vraiment réussir à monter, disons, sa brasserie comme ça. En 1836, pour donner une idée, c'est l'année de la mort de John Molson, l'aîné. Sa brasserie, on évalue que c'est 60 000 gallons de bière par année. Ça, là, c'est 15 fois plus qu'à l'ouverture de la brasserie. C'est absolument Mhm. hallucinant comme chiffre. Donc, et c'est beaucoup, en fait, John Molson, mais aussi ses fils, qui sont un peu, si on veut, je vais dire, la deuxième génération là, des Molson, qui sont Thomas et William, qui, eux, vont gérer la brasserie. Et c'est beaucoup eux qui vont diversifier le portefeuille. Parce que oui, Molson, on le sait, le nom de la famille Molson est associé justement au commerce maritime. Mais ça va vouloir dire compagnie d'assurance, banque, des investissements vraiment en toutes sortes. On peut surtout dire que c'est au fils. Et ça ne veut pas dire que John avait rien fait du tout, au contraire. Mhm. Mais vraiment, la famille s'est établie rapidement, donc en l'espace de 40 ans, comme une des familles, je vais dire, marchandes les plus importantes de la métropole et donc de la colonie britannique à ce moment-là, peu importe le nom qu'elle aurait, c'est-à-dire le Canada-Est, le Bas-Canada, la Province of Québec, Mhm. selon les époques. Donc, c'est vraiment hallucinant, en effet, ce qui s'est passé. Donc, puis malgré la diversification, parce que, on va le sentir, dans les années
euh, comment dire, c'est au moment où il y a comme une période où on pourrait imaginer, on ne sait pas trop quelle base ça va prendre parce que les deux fils de John Molson, à la fin des années 1830 puis 1840, ce pas des gens qui semblent les plus intéressés par la brasserie parce que justement, ils diversifient tellement le Mhm. portefeuille, les actions, qu'on sait, c'est déjà écrit dans le ciel que c'est John H.R. Molson, qui est le petit-fils de John Molson, donc, qui est le fils aîné de Thomas Molson. On le sait que la brasserie lui est destinée. C'est comme son héritage. C'est le Et il plus appelle, intéressé de la gang, je suppose. ben, en fait, c'est l'héritage là, pensé par le grand-père. Puis il atteint sa majorité, c'est en 1848. Donc, il va devenir un peu partenaire de la brasserie avant de. Tu sais, puis qui va vraiment lui redonner un second souffle. Mais, tu sais, je dis un second souffle. Pendant ce temps-là, la brasserie Molson n'a pas arrêté. Tu sais, un des meilleurs exemples que j'aime, c'est Mhm. toujours bien en 1844 qu'on a commencé à embouteiller à la brasserie Molson. Ben, ça reste comme dans la période qu'on pourrait qualifier aujourd'hui, si on ne regarde pas ça autour de période de flottement. Mais c'était quand même des gens qui étaient relativement intéressés à ce que ça fonctionne. Donc, ça a toujours été, pour la famille Molson, une valeur assez sûre que cette brasserie-là. On a toujours mis de l'attention à cette brasserie-là. Ça n'a jamais été un investissement, je vais qualifier de secondaire, du moins mon interprétation, je vais dire, de ces événements-là, puisque j'ai lu des sources. Ça n'a jamais Mhm. été un événement secondaire, un investissement secondaire ou une entreprise secondaire, même si John était très intéressé, que ses fils semblaient vouloir diversifier, que son petit-fils a repris ça. C'est vraiment, ça va rester quelque chose qui, en plus, reste dans la famille Molson jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est ça, là, au départ, on a une famille qui, en effet, puis on le sait, ce qui va assurer une partie je veux dire, de la richesse de cette famille-là, ça va être les activités de sa banque, parce qu'il va y avoir une banque Molson, ses activités en commerce maritime, qui vont également devenir très importantes parce qu'on ne fera pas seulement envoyer sa bière, mais ça aide à envoyer sa bière. Il ne faut pas obliger que ça peut être un marché, justement, quand Ben on est. écoute, tu fais des économies. Tu ne peux Ben pas oui, charger ton cargo à quelqu'un d'autre, c'est toi qui le portes. Tu ne te fais pas exact. charger par toi-même. Exactement. Donc, c'est vraiment c'est cette espèce d'entreprise intégrée là qui va se développer très rapidement parce que la brasserie, dans les premières années, va aller très bien, parce que les fils vont savoir, je vais dire, avoir le flair, là, on peut l'analyser comme on veut d'un point de vue socio-économique, mais je vais dire qu'ils vont avoir le fier de diversifier Mhm. les capitaux de l'entreprise à un moment qui est assez crucial, je vais dire, dans l'économie du Québec. La première moitié du 19e siècle, ils se sont placés dans les entreprises clés. C'est Et ça. puis, comme ça, ils ont réussi à assurer les capitaux et en plus à avoir une des brasseries dont le nom commence à être le plus reconnu. Là. Quand tu es rendu dans les années 1850, que tu peux te vanter que ça fait 70 ans que tu brasses de la bière à Montréal, c'est très facile de continuer de brasser de la bière quand tu as gardé tes infrastructures à jour, qu'il y a beau avoir des dizaines de petits joueurs qui essaient de s'imposer. C'est dur d'aller commencer à gratter un petit peu dans une domination de marché, dans le genre de produits qu'on buvait, parce que contrairement, par exemple, à aujourd'hui, où le consommateur de bière, en 2022, va avoir je vais dire, un éventail excessivement varié entre de styles de bière, de goût de bière. Ben, au 19e siècle, on brasse dans la vallée du Saint-Laurent essentiellement des ales d'inspiration anglaise. Donc, Mhm. si tu arrives en disant, ben, moi, ma ale anglaise est meilleure que la ale Molson que vous buvez dans votre famille depuis 20 ans, ben, j'ai le goût de lever mon chapeau et de dire, ben, bonne chance, mon ami. Vous êtes mieux d'avoir les reins solides pour aller vous attaquer à des joueurs qui sont bien établis comme ça. C'est vrai. Fut un temps où tout ce que tu as fait dans le fût, c'était la même bière qui avait toujours été là de tous les temps, c'est-à-dire une espèce de soupe brunâtre, un peu sirupeuse des fois. Tu avais de la chance si c'était pas complètement sûr ou complètement suri, passé une coupe de mois. Ben oui, Et c'est hallucinant hein, parce que le ouais, brassage domestique comme ça, c'était essentiellement, aujourd'hui, je pense qu'il y a un préjugé très fort. Ben, puis avec raison, parce que je vais dire, pendant certainement la deuxième moitié du 20e siècle, c'était comme ça, que la bière, c'est un monde d'hommes. Mais ce brassage-là, mhm, c'est un brassage essentiellement féminin. C'était essentiellement, pendant des oui. centaines d'années, c'était essentiellement les femmes qui brassaient la bière. Ben, Parce que pendant des c'était. millénaires même. Ouais. À Exact, l'époque exact. en Mésopotamie, on sait que
les prêtresses de Ninkasi, qui est la déesse non seulement du grain de la bière, mais aussi un peu de l'agriculture, eh bien, ces prêtresses ont aussi pour fonction de vendre et de fabriquer la bière. Ce sont des femmes en Égypte aussi. On fait de la bière, euh, bien plus que du vin. Et ce sont des femmes qui font la bière au Moyen Âge en Europe jusqu'au 16e siècle, jusqu'à la pré-révolution industrielle, si on veut. Ce sont des femmes qui brassent la bière, puis à un moment donné, on va les qualifier de sorcières parce qu'ils ont une marmite, parce qu'ils mettent des drôles d'ingrédients dedans. Exact, exact. Puis il y a de la magie. Mhm. La bière, c'est un breuvage magique. Hein? Avant qu'on découvre la levure, on se rappelle, c'est de la magie. Il y a beaucoup de places qui ne savaient pas pourquoi leur bière qu'elles brassaient, eux autres, elles faisaient des bulles. Mais si on brassait là, c'était correct. C'est Parce qu'on vrai. avait des levures, mais c'était magique. Avant qu'on découvre la levure. En effet, fait que ces femmes-là, certainement, étaient associées à cette sorcellerie de réussir à brasser des breuvages comme ça. Mais je pense que le côté sorcellerie, ça, c'est définitivement quelque chose qui est unique à l'Europe de l'Ouest, mais c'est quelque chose d'encore plus fascinant, puis je te dirais peut-être plus de moins, mettons, insultant pour les femmes en général, c'est l'association entre la bière et la magie. Elle est très universelle. Il y a, ça fait un bout que je sonde les différentes cultures où la boisson fermentée est utilisée, puis il n'y a pas beaucoup de place parce que tu n'as pas plusieurs références historiques, plusieurs récits, plusieurs légendes, plusieurs témoignages de quoi il y a une espèce d'esprit sacré ou surnaturel qui se promène autour de la fermentation et qu'il faut comme un peu amadouer pour être sûr que la bière ne va pas devenir méchante. Il y a comme une espèce de période de vulnérabilité cosmique au moment de la fermentation qui fait qu'il faut faire les bons rituels pour être sûr que tu vas avoir euh, la bonne résultante. Puis moi, je pense que je vis encore ça parce que je brasse de la bière à la maison. Puis j'ai été un peu mentoré par deux de mes amis qui sont brasseurs à la maison. Et puis, c'est très technique, mon affaire. C'est pas scientifique, c'est technique. Et dans cette technicalité-là, il y a des rituels que je fais. Je vais faire telle affaire parce que la dernière fois, ça a fonctionné. Donc, cette continuité-là, ça finit par me sécuriser. Puis je me fais croire que si je fais telle affaire dans tel ordre, ça va aider. Mais tu sais, moi, je sais que je suis pas. Je suis vraiment un amateur. Je suis pas super professionnel dans cette histoire. Je le fais pour moi, puis je découvre, puis c'est bien. Mais je sais que je suis en train de devenir un peu superstitieux parce que j'ai peur de contaminer ma bière, évidemment. Exactement. Mais j'ai aucun doute que tu n'es pas tout seul là-dedans. Ouais. En même temps, il y a de l'artisanat là-dedans. Hein. Tout le monde développe ses petites habitudes. Alors, Absolument. on a vu, toi et moi, que Molson devient rapidement un des grands titans de la scène québécoise. Ouais. Est-ce qu'il y a un ou deux autres grands joueurs qui vont s'imposer fin 19e siècle, qui vont entrer en guerre contre eux, si on veut? Une guerre Oui, commerciale? absolument. C'est tout à fait. Molson, bien entendu, est loin d'être seul dans son carré de sable. Je vais dire à Montréal, on peut nommer deux grands joueurs qui vont être, je vais dire, au courant du 19e siècle, vont non seulement faire la guerre, ou en fait, guerre commerciale, on s'entend. J'avais peur Euh, d'exagérer un peu en utilisant ce terme-là, mais c'est pas mal ça, hein? ben, je pense que je vais te raconter une anecdote sur le marché à Québec dans quelques secondes, pour la deuxième moitié du 19e siècle. Puis je pense que le fait de parler de guerre commerciale, quand on parle notamment du marché de la bière dans la deuxième moitié du 19e siècle, en plein moment où l'économie se diversifie, hein, puis on se rappelle, c'est le début de notre grosse industrialisation, les transports explosent, le marché devient tranquillement nord-américain, mondial. Là, je pense que c'est assez sécuritaire de parler de la bière. Mais bon, je reviens à cette anecdote-là. Je vais te parler de quelques autres gros joueurs. À Montréal, je pense que celui qu'on peut dire qui est probablement le plus gros joueur, même qui va avoir une brasserie, qui va avoir une production plus importante que Molson dans une partie du 19e siècle, c'est William Dow. Donc, William Dow va être un joueur majeur. Lui arrive un petit peu plus tard qu'un immigrant aussi. Arrive un petit peu plus tard que Molson dans la région de Montréal. On est au début des années
probablement là, dans les années 1810, là, mais on sait qu'il fait son entrée dans une brasserie, la brasserie d'un certain Thomas Dunn. Il y avait une brasserie qui exploitait qui s'appelait la Dunn Sons vers 1820. Donc, William Dow va faire son entrée là. Au départ, c'est officiellement aux sources, c'est pas nécessairement clair quel est son rôle. Est-ce qu'il est juste gérant ou est-ce qu'il est brasseur? Mais rapidement, il va devenir important dans cette compagnie, tellement que la compagnie, comme c'était d'usage souvent là, dans les années 1810, 1820, 1830, je veux dire, le nom social de la compagnie va changer au fil des ententes, des alliances, des achats, des rachats. Des fois, c'est des achats à même la compagnie. Par exemple, on va changer le nombre de parts ou la valeur des parts qu'un associé versus un autre va avoir. Donc, on va dissoudre une compagnie. On va recréer le jour même la compagnie suivante qui, plutôt que s'appeler, dans ce cas-là, par exemple, là, je vais prendre la compagnie de Thomas Dunn, qui était la Dunn Sons, ben, va devenir la Dunn Dow Company. Donc, c'est un peu ce genre je vais dire, de choses qui arrivent, mais on sait qu'il devient même, c'est ça, partenaire de la brasserie à 23 ans. On est au début des années 1820. Et va réussir à faire, comment dire, c'est ça, grandir énormément la brasserie Dow à Montréal. Et c'est ça, la brasserie Dow va devenir tellement importante que on peut dire là, probablement là, que dans les années 1850, même 1860, la brasserie qui brasse le plus de bière à Montréal. Donc, pour vous donner une petite idée, là, on était à 1860, il faudrait que je retrouve le chiffre d'Emulsion, je me rends compte que je m'avance. 750 000 gallons de bière annuellement en 1860 à Montréal. C'était réputé comme étant loin devant celle qui brassait le plus. Donc, ça, c'est quelque chose qui est absolument ahurissant comme chiffre. Et là, ça va être dans ces années-là où on va commencer justement à, par exemple, dire que quand vous allez dans votre débit de boisson, demander la bière authentique, assurez-vous d'avoir la vraie étiquette, que ce ne soit pas une imitation, assurez-vous que ce soit la bonne bière. Donc, ça, je dirais certainement un gros joueur qui est non négligeable. Puis, on va en reparler un peu parce qu'on va reparler des mergers, j'en suis convaincu. Mais Dow a son mot à dire, ou du moins les descendants, ou en fait ceux qui ont repris la compagnie après lui, vont avoir leur mot à dire énormément là-dedans. L'autre gros joueur, c'est la Dawes. Donc, plus dans le secteur de la Chine, pour ceux qui connaissent, qui est la même compagnie qui va avoir la Black Horse. Puis je parle souvent de la Black Horse parce que à Montréal, c'est évident, on pense au sigle Black Horse qu'on a vu sur le dessus des bâtiments. Donc, un succès comment dire, là, je vais dire, de marketing, si on veut. Mais ça, secteur la Chine, la Dawes, ce qui est intéressant, on est aussi dans la première moitié, dans les premières années, là, des années 1800. On va, puis Dawes, c'est quelqu'un qui d'abord là, s'associe, va brasser de la bière avec un autre type à Montréal. Là, je vais essayer de regarder mes notes encore. Un Chapman. En tout cas, il va brasser la bière. On le retrouvera plus tard. Oui, c'est ça, je le trouverai plus tard. Mais c'est ça pour dire que dans les années 20, va installer avec, donc dans le secteur de la Chine, sa brasserie. Si je ne me trompe pas, les années 20, encore une fois, là, j'aurais peut-être dû aller revoir mes notes un peu plus. Mais c'est particulier parce que, contrairement aux autres brasseurs, qui, par exemple, vont s'installer beaucoup en ville, beaucoup proche des cours d'eau pour non seulement avoir accès à l'eau pour la bière, mais aussi à l'eau pour exporter ou faire venir des produits. Ben, la brasserie Dawes a ça de particulier que ça va être une des seules, et c'est pas la seule, mais je veux dire, c'est probablement celle qui a eu le plus de succès avec ce modèle-là, qui ont été s'installer non seulement sur le bord de l'eau, mais aussi sur le bord de terres agricoles pour avoir la production à la porte de la brasserie. Donc ça, là, c'est vraiment... Tu parles d'une intégration verticale. Absolument. Ouais, verticale, oui. Dans ce cas-ci, oui, mais tu sais, Dawes, dans le cas de Dawes, la famille Dawes est de la ville du secteur de la Chine. À Montréal, c'est intégration verticale, horizontale, limite. 360 degrés, toi. Ah oui, certainement. Tu sais, dans la deuxième moitié du 19e siècle, ça va être les notables de la ville. On va faire venir j'allais dire le télégramme, mais oui, des lignes, tu sais, entre Québec, pas entre Québec, mais entre la Chine puis le centre-ville de Montréal, justement, pour parler des entrepôts. Ça va être la première fois qu'on va voir ça. Tu sais, ça va être du gros développement économique, social qu'il va y avoir grâce à cette brasserie. On va loger les employés directement à la Chine tu sais, pour éviter que ces gens-là soient obligés de travailler nécessairement à Montréal. Donc, ça va devenir un joueur qui est un peu régional, entre guillemets, parce que même
Si on se remet là, dans les années 1830, 40, 50, on est un petit peu à l'extérieur de Montréal, mais les connexions, c'est vers Montréal qu'on les fait. Et c'est un joueur majeur, donc qui se développe. Fait que quand les gens me demandent est-ce que j'ai des noms à reconnaître, il y en a plein. Des noms de brasseurs, surtout vers la deuxième moitié du 19e siècle à Montréal. Vous avez les Eckers, vous avez, comment dire, il y a au moins deux familles de Reinhardt qui ont essayé de se lancer en production. Mais je vous dirais là, le nom de William Dowd, le nom de John Molson, ou en fait de la famille Molson, puis le nom de la famille Dawes, c'est probablement les trois que vous avez à retenir. Ça, c'est pour Montréal. À Québec, on a un peu la même chose. Dans ma première gang là, de grandes familles de propriétaires dont on parlait tantôt, ben, il y en a un qui, je vais dire, un peu plus le frère, le flair, c'est-à-dire d'un brasseur. C'est des gens. J'allais nommer l'ancien seulement, mais je vais plus nommer la famille, c'est la famille McCallum. Donc, à la base, il y a un père qui s'appelle James McCallum, mais il va avoir des fils, donc qui vont s'installer dans la brasserie. James McCallum, lui, il rentre en 1813 dans le marché de Québec. Il va acheter une brasserie qui s'appelait la Saint Roch Brewery, qui avait été d'ailleurs donc un des premiers, je vais dire, un des premiers endroits où on brassait de l'alcool à Québec. À la base, c'était une distillerie qui a été transformée en brasserie. Puis en 1813, il en devient le gérant. Puis c'est lui qui va réussir à exploiter puis à faire grandir cette brasserie-là. Donc, à Québec, c'est intéressant. Les brasseries vont être concentrées vraiment dans le secteur aujourd'hui pour les gens qui connaissent un peu ça, du Vieux-Québec, en particulier du côté de la rue Saint-Paul. Donc, pas vers, par exemple, la rue du Petit-Champlain vers le Traversier, quoi qu'il va avoir certains établissements, mais la concentration va être plus du côté, donc vers le Vieux-Québec, disons, vers le quartier Saint-Roch. Je vais dire ça comme ça. C'est ça que je me disais aussi, là, quand tu as dit Saint-Roch, je me suis dit, c'est sûr que dans le quartier Saint-Roch à Québec. C'est un quartier ouvrier, là, à l'origine, très ouvrier. Ben, c'est un quartier très ouvrier, quoique pas à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on est proche du fleuve. Ça va être quelques débardeurs. C'est un quartier qui est en train de grossir, hein, mais l'aspect vraiment ouvrier du quartier Saint-Roch, on va le voir plus tard au 19e siècle. Là, c'est encore très orienté vers commerce du bois, commerce du bois, commerce du bois, commerce du bois, et des endroits où on construit des bateaux, des chantiers, un chantier maritime, par exemple, un chantier naval. Donc, c'est ça qu'on va avoir comme industrie, si on veut, là encore à Québec, industrie lourde, appelons ça comme ça. Donc, McCallum, lui, c'est quelqu'un qui va rester impliqué dans le domaine de la brasserie durant toute sa vie, qui va mourir un peu dans les mêmes époques que notre ami John Molson dans les années 1830. Et ses fils vont reprendre le contrôle de la brasserie. Dans les années 1830, donc, et puis je vais les garder en tête parce que Saint Roch, notamment, ça va être une brasserie qui va être importante, qui va rester, comment dire, importante à Québec pour une partie du 19e siècle. Et il va y avoir en fait une brasserie parallèle à ça, je vais en parler, je veux juste dire un mot qui s'appelle la Cape Diamond Brewery. Donc, la Cape Diamond, qui est aussi une brasserie qui est fondée, comment dire, à Québec à la toute fin des années 1700, et qui va être transformée en brasserie. Donc, c'était une distillerie au départ où on essayait, par exemple, de faire du malt peut-être pour des brasseries, mais donc vers 1800, on sait que c'est rendu la Cape Diamond Brewery. Et à la Cape Diamond Brewery, on va embaucher assez rapidement un homme du nom de John Racy. John Racy, lui, c'est un type qui officiellement est un médecin. Mais ce que j'ai trouvé, c'est intéressant parce que souvent, on en parlait comme médecin, mais j'ai réussi à remonter un peu plus loin, notamment en Angleterre. Puis Racy vient d'une famille de brasseurs. Fait que c'est un médecin qui a tout à fait son brevet, sa licence, qui a tout à fait ses études, mais qui vient aussi d'une famille de brasseurs, donc c'est pas désintéressé. Et à Québec, oui, il s'installe d'abord comme médecin, mais rapidement, c'est comme brasseur, gestionnaire de brasserie qui va faire ses lettres, notamment à la Cape Diamond Brewery, qui va finir par gérer. Et Racy, donc, en parallèle avec le fait de gérer la Cape Diamond Brewery, dans les années 1830, il va acheter une deuxième brasserie, donc à Québec, qui va essayer d'exploiter en son nom, si on veut. Et il va embaucher probablement le nom qui est le plus important pour l'histoire des brasseurs à Québec, un certain Joseph Knight Boswell. Donc, qui, lui, est un brasseur irlandais. C'est un jeune brasseur qui va arriver, il a appris à brasser en Écosse. Il arrive à Québec en 1830 et il va être embauché par John Racy.
Donc, pendant que vous avez la famille McCallum qui va exploiter d'un côté la Saint Roch Breweries, puis après ça, les enfants vont exploiter une brasserie qui va s'appeler la Saint Charles Breweries, puis la brasserie, littéralement, la McCallum, au cours du 19e siècle. Donc, ça va rester une famille qui va être majeure jusqu'au milieu des années 1870. Donc, c'est quand même pas rien, de 1810 là, à peu près, grosso modo, jusqu'au milieu des années 70. Une famille qui va être vraiment dans le portrait, puis qui va avoir pas mal le haut du pavé pendant 60 ans. À côté de ça, à partir de 1830, vous avez un certain Joseph Knight Boswell qui, lui, est un jeune brasseur. C'est ça qu'il veut faire, la bière. Donc, on a plus le portrait d'un, je vais dire, d'un Molson ou même d'un William Dow à Montréal, par exemple. Donc, c'est vraiment un jeune brasseur qui vient s'établir. Et il va faire ses preuves rapidement, tellement que dans les années 1840, il va louer la brasserie de John Racy pour l'exploiter en son nom. Puis, au début des années 1850, en fait, ces brasseries vont avoir besoin de tellement d'espace. Et là, c'est là qu'on vient refaire un lien avec une partie précédente de notre histoire, qui loue les installations, ou en fait les entrepôts, qui étaient construits à l'endroit où Jean Talon avait construit sa brasserie. Pour Boswell, ça va être une espèce de coup de marketing, là, parce que pour le reste de l'exploitation de la Boswell, on va dire « Hey, nous autres, on n'est pas rien, on brasse à l'endroit où Jean Talon brassait sa bière. Ça fait 300 ans qu'il se brasse la bière à Québec, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Du moins pas au niveau commercial. Mais notre ami Boswell, lui, il est vraiment il s'inscrit là-dedans. Fait que l'anecdote que je voulais parler, justement, pour dire que ça devient une guerre, c'est qu'imaginez, en 1847, donc, on a les principaux brasseurs de la ville de Québec. À cette époque-là, c'est Duncan McCallum, Joseph Knight Boswell, les brasseurs Lloyd et Lepper qui exploitaient une petite brasserie, puis il y a un certain Donald McLeod, pour qui on n'a pas beaucoup d'informations, qui vont signifier un avis public. Là, j'ai le texte, ça vaut la peine. Donc, ils ont fait une assemblée de brasseurs qui disent, et il a été résolu à l'unanimité. Tu sais, c'est pas pire, ils sont 5. C'est un bon début si tu veux déclarer quelque chose avec autorité, de dire il a été résolu à l'unanimité. Qu'en conséquence des prix élevés des matériaux, la fabrication de bière ne peut pas se continuer, que depuis et après le 13 décembre, donc 1847, le prix de la bière sera fixé à 1 shilling par gallon, 1 chelin par gallon, qu'aucun escompte, cadeau ou autre avantage vont être accordés à aucune pratique dans ce commerce, qu'on recevra d'aucune pratique, ni fond de corps, ni rinçure de verre ou de pompe. Donc, tu sais, de dire là, que ce que tu nettoies, puis les fonds de barils, puis ces affaires-là, non. Connu sous le nom de restant de bière et qu'on n'accordera pour cela aucun avantage quelconque. Fait que ça, là, mes amis, ils signent ça et ils vont signer ça. Ils vont refaire cette entente-là. Donc, c'est une entente publique pour dire, dans le fond, nous autres, on va vous arranger ça, le marché de la bière à Québec. Fait que c'est les plus gros joueurs. Là. Fait que là, on vient de bloquer le marché à quiconque voulait faire ça. Puis, non seulement ils vont continuer ça, mais en 1800, si je ne me trompe pas, c'est 61. Boswell puis McCallum vont aller acheter une brasserie qui était leur compétitrice principale, qui était la brasserie de Lloyd et Lepper. Ils voulaient s'en débarrasser uniquement dans le but de la fermer. Fait que quand je dis que c'est un coup bas, ça. Ben, c'est un coup bas, mais en même temps, dans le fond, ils ont été, encore une fois, littéralement coupés l'herbe sous le pied à n'importe quel qui pouvait avoir de la compétition. On avait des installations qui existaient, qui étaient exploitées et exploitables. Les deux gros joueurs de la ville ont dit ça va être terminé, là, les amis, on va s'arranger avec ça. Nous autres, la bière, on va être corrects, les boys. Mais ça à Québec, quand je reparlais de ma Grande Dépression des années 1870, à Québec, ça va frapper très, très fort. Et notamment, la famille McCallum va être rayée du monde de la carte des brasseurs de bière à cette époque-là parce qu'ils vont avoir subi, par exemple, des incendies dans les années 1840. On sont obligés de reconstruire les brasseries. Il y a de la mauvaise exploitation. Il y avait des grosses dettes. Et quand la dépression est arrivée, eux autres, ils n'ont pas été capables de garder leurs installations. Boswell, en 1875, est forcé de louer ses installations. Donc, redonner ses installations à ses créanciers, louer les installations pour l'exploiter. Mais à cause de ça, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dettes avant, il va être capable de racheter ses installations à la fin de la crise économique des années 1880. Il va garantir la survie de l'entreprise familiale. Donc, à Québec, vous avez essentiellement, après la grande crise économique, il ne reste plus seulement comme énorme joueur que la famille Boswell. Donc, il va rester un nom important de la bière à Québec depuis les années 1830.
Il n'y a à peu près plus personne. À Montréal, plus personne d'autre. C'est pas vrai, encore une fois. Il reste des joueurs, mais je vais les appeler des joueurs plutôt de taille moyenne. Pardon, Mhm. alors que Boswell est plutôt notre joueur de taille importante. Alors qu'à Montréal, vous avez 3 joueurs, mais il y a encore un plus grand nombre de petits joueurs qui viennent se greffer à ça. Vous avez commencé à avoir les pressions de l'extérieur, notamment avec la batte. Vous commencez à avoir comment dire, on sent qu'il y a une espèce de mouvement de consolidation qui va se passer. Fait que là, tranquillement, pas vite, c'est ce contexte-là là, des années 1880-90 et du début des années 1900 qui va mener à notre grosse consolidation dans le monde de la bière à Québec, c'est-à-dire la fondation, la création d'un premier grand consortium industriel qui s'appelle National Breweries. National Breweries, là, pour vous donner une idée, on voulait devenir le joueur numéro 1. Il y avait pas, c'était pas caché, on n'essayait pas de faire ça en se disant on va se sauver. Non, c'était purement on va faire des économies de coûts, mais on va en faire de la bière. Puis pour vous donner une idée, là, parmi les noms que je vous ai donnés là, les Daz, la DA, la Boswell vont être 3 des principaux fondateurs du consortium National Breweries en 1909. Donc, à ça, on peut ajouter la brasserie Union, la brasserie Reinhardt, la Montreal Brewing Company, la brasserie Eckers, qui sont toutes à Montréal, la brasserie Rock Spring à Québec, qui brassait la Foxhead, qui était plutôt du côté du quartier Saint-Sauveur, donc un peu plus loin à Québec. Souvent, on associe, c'est ça, Vieux-Québec, Saint-Roch, mais il y a eu une brasserie jusque dans Saint-Sauveur. La brasserie qu'on appelait Royal à Québec, la brasserie Proto et Carignan à Québec, puis même la Beauport Brewery. Ça, c'est intéressant, hein? Juste à l'autre bord de la baie de Beauport, on a eu longtemps une brasserie, quasiment tout le 19e siècle, je vais dire, si vous me permettez l'anglicisme, on and off, du côté de Beauport, où on a eu de l'exploitation, distillerie, brasserie, la famille McCallum a été là, Boswell a loué des terres. Donc, tu sais, on a eu un peu ça, et qui était un peu le penchant de Québec de ce qu'on a retrouvé à la Chine. Donc, la brasserie qui était proche des terres, proche d'un moulin, proche de. Un peu plus proche là, des produits. L'intégration à 360 degrés, mais ça me fait penser. Excuse-moi, non, c'est vous. je voulais te poser la question depuis une couple de minutes déjà. Le consortium dont tu me parles, est-ce qu'il serait juste d'en parler comme étant une espèce de cartel? C'est-à-dire les gros joueurs qui s'entendent dans la pièce pour dire ouais, nous qui sommes dans la pièce, on va s'entendre pour fixer les prix. On va s'occuper des affaires à partir de maintenant, y compris pour ceux qui ne sont pas dans la pièce. Certainement. Tu sais, l'exemple qui a été fait à Québec que je t'ai donné de 1847, je pense que certainement on peut dire que ça, c'est un exemple de tentative de création d'un cartel. Dans le cas de National Breweries, et là, c'est là que ça devient intéressant, à mon avis, encore une fois, à mon idée de baromètre, on est dans une période d'industrialisation, on est dans une période où le marché nord-américain commence à être la compétition directe. Je ne pense pas qu'on est en mesure de pouvoir parler de cartel à ce moment-là, surtout parce qu'on va commencer à subir l'influence des joueurs américains. Donc, ces joueurs américains-là, on ne peut clairement pas dire que si des industries au Canada commençaient à essayer de disons, protéger, c'est-à-dire pour faire des économies de masse en ayant plusieurs produits ensemble, en essayant de, je vais dire, brasser à rabais un peu, parce que justement, on va essayer d'aller donner des coûts un peu plus forts sur comment je dirais ça, là, sur justement l'économie d'échelle. C'est difficile pour moi de mentionner que ce serait un cartel versus d'autres énormes joueurs. Molson avait été approché dans cette aventure-là de National Breweries et ils ont finalement décliné et décidé de rester, si on veut, indépendants. Puis, en fait, en même temps, autant à Montréal qu'à Québec, il y a des brasseries qui ont également essayé de rester indépendantes en réaction ou en fait en même temps que ce cartel-là existe. On va avoir une brasserie, par exemple, la brasserie Frontenac à Montréal, qui est fondée par un des membres de la famille Beaubien, donc qui a laissé son nom à, comment dire, des rues notamment à Montréal, qui a été très présente. La brasserie Frontenac est un peu créée d'une certaine façon en
en réaction de ça, en ouvrant une nouvelle marque de bière, puis en essayant de la vendre justement en disant, nous, on va faire de la bière locale pour les consommateurs locaux. Puis c'est drôle parce qu'à Québec, on a on a la même situation qui se passe avec la création d'une brasserie qui s'appelle la brasserie Champlain. Donc, qui, elle, va être en exploitation aussi. Donc, la brasserie Frontenac, exploitation de 1911 à 1926. Ben, en 1926, pourquoi est-ce qu'on est obligé de fermer? Ben, c'est parce que Molson et National Breweries ont décidé de se lancer dans une guerre de prix. Puis Frontenac n'a pas été capable de suivre, fait qu'ils ont décidé de fermer. Puis en 1948, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, National Breweries était rendu excessivement fort, puis Champlain n'était pas capable de suivre. Donc, Champlain a finalement été racheté parce que là, il y avait Molson d'un côté et la batte de l'autre. Ils ont été rachetés, ils ont été cognés à la porte de National Breweries en disant on aimerait ça entrer. Parce que National Breweries, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'à la base, c'est pas juste un merger. Dans le fond, c'était une espèce de merger où chaque joueur à l'intérieur, en théorie, est en mesure de continuer à prendre ses décisions pour sa propre brasserie. J'allais dire, des fois, en riant, je dis que c'est une coop. C'est pas tant une coop, là. Je veux dire, le sentiment Coop de luxe, coopératif. peut-être? Disons, pour certains joueurs, c'était une coop de luxe. Mais tu sais, c'est ça, il y a clairement des. Donc la brasserie Champlain, bref, cogne à la porte de ces gens-là en disant hey, nous autres, on aimerait ça survivre et continuer d'exploiter la brasserie. Mais tu sais, clairement, une fois que tu es rentré dans un groupe, il y a des pressions, économie d'échelle, Oui. où est-ce qu'on brasse, puis en Mm-hmm. dedans de 4 ans, je vais dire, les installations de la brasserie Champlain vont fermer. Donc, ça donne un petit peu une idée. Ça va être par des guerres de prix, mais est-ce que je peux dire que c'est seulement, disons, la brasserie National Breweries comme telle qui a fait ces prix-là ou cette guerre de prix-là? Tu sais, clairement pas. Au Québec, ça va être, tu sais, je dis les gens de l'extérieur, mais tu sais, il faut se rappeler que le marché de la bière, certainement pour la première moitié du 20e siècle, va rester essentiellement un marché canadien, c'est-à-dire que vous allez avoir les bières de National Breweries qui vont continuer d'avoir des marques locales. Mm-hmm. Et vous allez avoir des bières, par exemple, de Molson, et vous allez avoir des produits, par exemple, de Labatt, dans une un peu moindre échelle O'Keeffe, qui va rester un nom assez intéressant, je dirais, là, pour les années 50, parce que National Breweries va elle-même, à un moment donné, en 1952, être gobée, si on veut, par un autre grand consortium qui s'appelle Canadian Breweries. Et donc, c'est Canadian Breweries, dans le fond, qui est acheté par un homme qui est fondé, si on veut, par un homme d'affaires en Ontario qui s'appelle Edward Plunkett Taylor, qui fait un peu l'équivalent de ce que National Breweries faisait, c'est-à-dire qu'il a commencé à acheter plein de petits joueurs. En Ontario, on peut penser par exemple à la brasserie Carling ou à la brasserie O'Keeffe, donc dès 1930 puis 1934. Puis finalement, va acheter National Breweries en 1952. Et à ce moment-là, on est inquiet parce qu'on a de moins en moins de gros joueurs au Canada. Il va nous rester Canadian Breweries, qui va inclure, on se rappelle, tous les groupes de National Breweries, incluant la brasserie Dow, incluant la brasserie Boswell à Québec. On va avoir Labatt, on va avoir Molson. Fait on est rendu avec essentiellement 3 joueurs qui sont capables de se compétitionner, puis quelques joueurs régionaux qui vont rester importants. Moi, je pense que le meilleur exemple des joueurs régionaux au Canada, ça va rester la brasserie Moosehead, qui a encore une fois un peu un statut particulier, qui aussi, dans les années 1870, en fait, au 19e siècle, est exploité par une femme. Donc, qui est une des seules grosses brasseries qui est exploitée par une femme, alors qu'à l'inverse, c'est la Susanna Holland, qui est une des premières administratrices de cette brasserie-là. Elle essaie de tricher parce que c'était pas commun, puis elle appelait ça la S. Holland Sons Brewery à un moment donné, avant de l'appeler la Moosehead. Donc, ça donne une idée. Puis on est dans les années 1870, à la même époque où Molson se vantait d'embaucher des femmes pour faire l'embouteillage de la bière. Fait que c'est un peu parallèle à ça. C'est fou à quel point les temps changent, puis en même temps, à quel point les choses sont pareilles aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que tu me dis aujourd'hui, le recours au nom ou l'absence de recours au nom, comment je pose ça, le positionnement sur des valeurs en particulier et surtout les fusions et acquisitions. Ce que tu me disais par rapport aux fusions et acquisitions,
Ça me faisait vraiment penser aux consolidations dans le marché du pétrole dans les années 90. C'est vrai que c'est pas du tout le même secteur, puis que ça se boit pas, là, contrairement à de la bière, mais c'est quand même des choses qui se passent à cause de conditions économiques très spéciales. Une fois que la consolidation arrive, c'est automatiquement beaucoup plus difficile pour les plus petits joueurs. Mais tu sais, en même temps, il y a d'autres choses aussi que tu dis qui vont rester avec moi, puis je pense qu'on devrait conclure là-dessus. Euh, c'est ben, d'abord deux choses. Le rôle de l'immigration. Il y a tellement de grandes brasseries qui se sont formées sur le territoire du Québec actuel par des immigrants, par des gens qui ont fait la traversée du Grand Lac et puis qui sont partis avec peu ou avec assez, mais jamais tant que ça avec des grosses fortunes. Et puis aussi le fait qu'au 19e siècle, il y a tout à construire. Alors, je Oui, pense à des brasseries comme Molson qui ont, comment dirais-je, le luxe ou la chance de se bâtir dans une ville stratégique qui domine tout un réseau de rivières comme Montréal en Amérique du Nord. Euh, S'il n'y a pas de grands compétiteurs, celui qui perce le marché automatiquement a accès à tout un bassin fluvial pour des importations puis des exportations. Alors, je pense que ça nous fait un beau portrait géopolitiquement maltais de l'histoire de la bière au Québec. On va se retrouver, je pense, pour un autre épisode abordant des thèmes très similaires. Mais pour l'instant, je dois te dire une chose. Merci beaucoup. Tout ça est extrêmement intéressant, fascinant. Puis j'aime comment tu nous amènes dans les coulisses, dans les ruelles de différents bars qui ont une vocation historique qu'on ne soupçonne pas. ben, ça fait énormément plaisir. C'est un milieu tellement fascinant. On peut en parler exact pendant des heures. Et on va probablement le faire d'ailleurs. Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent ou qui font les deux, ben d'abord, merci. Ensuite, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de l'abonnement, devenez nos amis, posez-nous des questions, interagissez avec nous. On veut en savoir plus sur vos goûts. Et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Cheers!